Bon. Alors, je vais resituer un petit peu l'émergence du Bitcoin dans le contexte de la période contemporaine. En gros, on a vécu deux grandes phases sur la période contemporaine. On a vécu deux grandes phases d'innovation financière, dans le domaine monétaire et financier. La première phase, c'était surtout des innovations financières, et ça se passe à partir des années 80. Et en fait, ces innovations elles vont être très largement favorisées par une grande vague de libéralisation financière, libéralisation des secteurs financiers et des régulations, et aussi développement des marchés financiers. Bon, donc cette première grande phase va donner lieu à des instruments dont vous avez peut-être entendu parler, comme la titrisation. En tout cas, des développements de techniques financières ou de nouveaux marchés financiers, surtout les marchés dérivés. Voilà, et c'est le gros des innovations financières dans les années 80. Bon. Et puis, un petit peu après la crise de 2008, on assiste à une nouvelle vague d'innovation. Et dans cet ensemble d'innovations, on va avoir des innovations monétaires, notamment. Alors, en fait, il y a plusieurs choses. Bon, il y a des choses qui continuent de se passer et des innovations qui continuent au niveau de la finance, avec notamment l'ouverture des plateformes de crowdfunding, des nouvelles manières de prêter ou d'emprunter, qui se font de façon plus directe et non intermédiaire, c'est-à-dire que ça ne passe plus tant par des intermédiaires financiers. Les marchés financiers continuent aussi de se développer. Les techniques continuent d'être innovantes aussi au niveau de la finance, avec le trading à haute fréquence. Donc, je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu, mais maintenant, en gros, les ordres d'achat et de vente qui sont donnés à la bourse le sont par des algorithmes. Donc, ce sont des algorithmes de trading qui officient et qui vont de plus en plus vite pour donner les ordres d'achat et de vente. Donc, il y a toujours des innovations très, très importantes. Et voilà, la nouveauté vraiment, c'est que là, on a des innovations monétaires et des vraies innovations monétaires. Alors, je vais distinguer la vraie innovation d'une fausse innovation ou d'une innovation moins radicale. Alors, parmi ces innovations, il y a des choses qu'on connaît déjà depuis longtemps. C'est l'émergence et le développement de monnaies parallèles ou complémentaires. Donc, vous avez certainement déjà entendu parler de ces... Alors, ce sont souvent des monnaies qui ont une forme papier, qui sont émises par des associations ou par des régions ou par ça peut être des villes aussi ou des quartiers. Et en fait, ces monnaies, elles ont surtout un objectif social. Il faut recréer du lien social. Et puis, l'idée, c'est aussi de développer les échanges locaux, les circuits courts. Donc, il y a souvent associé à ce développement de monnaie locale et complémentaire aussi des préoccupations d'ordre environnemental ou économique, faire de l'économie autrement. Et puis, voilà, l'autre série d'alternatives et d'innovations monétaires, c'est venu avec le Bitcoin, donc en 2009, donc immédiatement après la crise de 2008. Et alors, je vais vous expliquer tout de suite quel est le caractère vraiment innovant du Bitcoin, parce que pour le coup, le Bitcoin est une innovation monétaire radicale, c'est-à-dire que ça propose quelque chose de radicalement nouveau par rapport à ce qu'on connaît déjà de la monnaie. Les monnaies locales et complémentaires, ce n'est pas fondamentalement différent de la monnaie, c'est juste que ça insiste sur la fonction d'échange, d'instrument d'échange de la monnaie. Mais le Bitcoin, c'est beaucoup plus innovant, c'est une innovation radicale. Alors, en fait, ce n'est pas une innovation, comment dire, qui vient d'un seul coup. Hein. D'un seul coup, Nakamoto n'a pas inventé le Bitcoin. En fait, il s'est appuyé sur une série de techniques qui existaient déjà, de technologies qui étaient déjà quand même pas mal rodées depuis une vingtaine d'années. Notamment la cryptographie, les logiciels open source, les réseaux peer-to-peer et Internet, et le principe en informatique du consensus distribué. Alors, vous avez le droit de me poser toutes les questions que vous voulez en économie, mais alors en informatique, je vous préviens tout de suite, mes compétences sont quand même assez limitées. Donc, il y a un certain nombre de choses que je peux faire passer
pour faire comprendre le Bitcoin, mais voilà, je ne suis pas informaticienne non plus, et idéalement, il faut pouvoir travailler avec des informaticiens pour vraiment comprendre à fond cette monnaie. Alors, voilà, donc Satoshi Nakamoto, je rappelle que Satoshi Nakamoto est un pseudonyme derrière lequel se cache probablement une, mais on penche plutôt pour plusieurs personnes, certainement dans le milieu des cryptographes anarchistes américains. Alors, en fait, donc, voilà, il s'appuie sur des techniques qui sont connues, qui sont déjà bien rodées, mais ce qu'il propose, c'est une solution ingénieuse et une combinaison de ces techniques de façon à résoudre un problème assez fondamental en informatique, qui est le problème dit des généraux byzantins. Bon. En fait, lorsque vous avez un réseau informatique, le problème, c'est que vous pouvez avoir des fausses informations ou des informations malhonnêtes qui circulent, et il faut pouvoir trouver une solution pour éviter cette transmission de fausses informations ou d'informations malveillantes ou malhonnêtes. Bon. Je ne rentre pas dans les détails parce que ça c'est de l'informatique pure, mais en tout cas Nakamoto donc, a proposé une solution ingénieuse à ce problème, parce que effectivement le Bitcoin en fait est une monnaie digitale. Alors on a beaucoup insisté sur ce terme digital pour insister sur enfin on a associé très exactement le caractère innovant au côté digital, c'est-à-dire dématérialisé de la monnaie. Alors, je vous expliquerai pourquoi ça fait partie des faux propos sur l'innovation. L'innovation, elle n'est pas là. Néanmoins, c'est une monnaie dont l'authenticité et la question de la validation des transactions suppose d'utiliser des réseaux informatiques. Et le problème majeur d'une monnaie numérique ou d'une monnaie digitale, c'est qu'elle peut être facilement dupliquée ou copiée. Donc on peut avoir un problème de double dépense, c'est-à-dire que la même unité de compte peut être dépensée 2 fois. D'accord? Donc il faut éviter ce problème. Et voilà, donc, Nakamoto utilise les technologies qui sont existantes pour résoudre ce problème. Donc c'est une combinaison de cryptographie, de réseau peer-to-peer et du consensus distribué. Bon. Je reviendrai là-dessus un petit peu plus tard. Alors, donc la première chose sur laquelle il faut insister, en quoi est-ce une innovation radicale et qu'est-ce qui ne relève pas de l'innovation véritablement dans le Bitcoin. Alors, c'est surtout pas dans le caractère, comme je vous le disais, virtuel ou digital. On a beaucoup insisté là-dessus dans le vocabulaire, comme si le fait d'avoir une monnaie entièrement digitale était une innovation radicale. Or, je rappelle que toute la monnaie qu'on utilise aujourd'hui, mis à part la monnaie manuelle, c'est-à-dire les billets et les pièces, qui sont quand même très marginaux dans le taux d'utilisation de la monnaie. L'essentiel de la monnaie qu'on utilise est une monnaie scripturale bancaire. Si vous avez fait un peu de monnaie donc vous êtes en niveau prépa, là, c'est ça? Non, terminal. Bon, d'accord. Donc vous avez commencé à étudier un peu la monnaie? Bon, donc l'essentiel de la monnaie qu'on utilise, c'est une monnaie scripturale bancaire. Or, les banques aujourd'hui sont largement informatisées depuis les années 70, et donc toutes les transactions sont aussi informatisées, et donc toutes les monnaies aujourd'hui sont numériques, à part éventuellement les monnaies locales et complémentaires dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont sous forme papier. D'accord? Donc, il ne s'agit pas de dire que le Bitcoin est une innovation parce que c'est une monnaie digitale. La monnaie bancaire aussi est une monnaie digitale ou numérique. Donc, l'innovation, ce n'est pas là qu'il faut aller la chercher. En plus, je rappelle que fondamentalement, le concept de monnaie, c'est quelque chose d'abstrait. Parce que la monnaie, c'est avant tout une unité de compte, ça sert à comptabiliser, à enregistrer les transactions. C'est fondamentalement abstrait. Bien sûr, il faut des supports pour faire circuler la monnaie. Les supports ont été très différents dans l'histoire de la monnaie. Donc, parmi les fameux supports, on a eu la monnaie faite de métaux précieux, or, argent. Ensuite, effectivement, c'était la forme papier.
Et puis c'est passé à la monnaie scripturale, inscription dans le compte, et aujourd'hui c'est très largement informatisé. Donc bien sûr il faut des supports pour véhiculer les fonctions de la monnaie. Ces supports, ça implique une certaine matérialité, y compris dans le Bitcoin, hein, c'est ce qu'on va voir après. Mais fondamentalement, la monnaie c'est quelque chose d'abstrait. Bon. Donc pour pouvoir faire une analyse du Bitcoin, il faut quand même essayer de dépasser un petit peu cette histoire de digital, virtuel, et pas trop insister là-dessus. Voilà. Alors, du coup, où est l'innovation? Et en quoi est-ce que c'est une innovation radicale? Alors, c'est surtout dans l'organisation, c'est très très innovant, et c'est une innovation radicale. Alors, en premier lieu, le Bitcoin, c'est une monnaie qui est décentralisée et qui suppose une désintermédiation totale. Alors, totale, je le mets entre guillemets. Ça, c'est ce qui est affiché dans le discours, mais en réalité, on n'a pas une désintermédiation totale. Et en réalité, en économie, je ne suis pas sûre qu'on puisse avoir une désintermédiation totale. D'accord? Bon, j'expliquerai pourquoi après. Mais bon, c'est dans les discours. L'idée... c'est de pouvoir se passer d'une autorité centrale. En fait, ce qui est mis en question, c'est toute l'organisation bancaire telle qu'on la connaît aujourd'hui, hiérarchisée, centralisée, autour de la banque centrale. Et c'est ça qui est dénoncé par ceux qui ont imaginé le Bitcoin. D'accord? Donc ça se veut décentralisé. Il n'y a pas de tenue des comptes centralisés. Il n'y a en principe pas d'intermédiaire financier pour la validation et l'authentification des transactions, il n'y a pas besoin. C'est un fonctionnement en réseau peer-to-peer, multitude d'ordinateurs qui sont connectés entre eux et qui assurent la validation et l'authentification des transactions et les signatures numériques qui sont impliquées dans les transactions en Bitcoin. Voilà. Donc ça suppose en fait une disparition des tiers de confiance, c'est-à-dire ce sur quoi s'était largement appuyé l'organisation monétaire et l'organisation financière des économies capitalistes. Voilà. En deuxième lieu, et c'est là aussi une rupture radicale, c'est une monnaie non bancaire et c'est surtout une monnaie anti-banque, puisque la gestion de la monnaie par les banques est précisément dénoncée par ceux qui ont construit et pensé le Bitcoin. Ce qui est important de dire à travers ça, donc quand on dit c'est une monnaie non bancaire et c'est une monnaie anti-banque, c'est que notamment avec le Bitcoin, on revient à des transactions comptantes. Hein, c'est comme si c'était du cash, mais c'est un cash numérique. Là pour le coup, c'est vrai quand si le Bitcoin est amené à remplacer la monnaie, c'est en fait la monnaie manuelle qu'il est amené à remplacer, d'accord? Donc avec laquelle on paye comptant. En particulier, le Bitcoin n'implique aucune émission monétaire fondée sur le crédit. Vous savez qu'aujourd'hui, la majorité de la monnaie qu'on utilise, c'est une monnaie scripturale bancaire, et cette monnaie scripturale est émise en contrepartie d'opérations de crédit. C'est parce que les banques concèdent des crédits aux entreprises, aux particuliers, qu'il y a des émissions monétaires. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ce sont des crédits qui font les dépôts. Vous avez vu cette expression? Voilà. Donc, le Bitcoin, c'est absolument pas ça. Il n'y a pas de contrepartie crédit. Ça, c'est important parce qu'il faut quand même penser à toute l'organisation économique sans le crédit. Voilà. Donc, est-ce que c'est... Voilà, c'est la question que je me pose. Est-ce que c'est une alternative à un modèle de capitalisme? Parce que la monnaie de crédit, c'est quand même l'avènement et le développement d'une forme très particulière de capitalisme qui émerge au XIXe siècle avec le décollage industriel. Ça a été très largement accompagné par le système bancaire et le crédit bancaire. La croissance est largement financée par le crédit également. Donc, si on n'a plus de crédit, si on a une monnaie sans crédit, il faut évidemment repenser le capitalisme. Ça a pu être tout à fait la même chose. Ensuite, troisième point et troisième rupture par rapport à ce qu'on connaît de la monnaie aujourd'hui, c'est que le Bitcoin et les autres crypto-monnaies
veulent absolument s'affranchir de toute forme de souveraineté étatique. Alors, il faut surtout échapper au contrôle permanent de l'État. Ça, j'aurai l'occasion de le redire après avec les influences, hein, de quelles sont les valeurs qui accompagnent le Bitcoin, d'où ça vient, etc., dans quel type de communauté. Voilà, l'idée, c'est d'échapper au contrôle de l'État, de se réapproprier une monnaie qui, quelque part, a été confisquée par la collusion banque-État, banque-gouvernement. Donc, voilà, l'idée, c'est d'être apolitique, ou en tout cas à pouvoir central. C'est aussi le Bitcoin une ambition de monnaie transnationale, voire internationale. En fait, au départ, l'idée, c'est de créer une monnaie qui serait dédiée aux échanges sur Internet. Et évidemment, comme le réseau Internet est directement international, il fallait aussi une monnaie d'envergure internationale. Ensuite, alors oui, j'ai mis un quatrième, 3, 4, j'ai mis un quatrième point. Effectivement, alors ce qui est assez différent par rapport aux innovations qu'on a pu connaître, une innovation générale, c'est souvent portée par une figure, par un leader, par un entrepreneur, et puis cet entrepreneur, on sait qui il est. Là, on a vraiment, pour la première fois, une innovation sans visage, donc c'est vraiment l'idée du respect des données personnelles, des données privées, et on ne révèle pas son identité. D'accord? Donc effectivement, pour l'instant, l'identité de Nakamoto n'a toujours pas été révélée, ça reste un pseudonyme. Donc c'est pour ça que j'ai mis, on passe de l'entrepreneur individuel schumpeterien à la communauté. Pourquoi la communauté? Parce que si on a un ou éventuellement, bon, je crois qu'ils sont au maximum 3, hein, ceux qui ont pu imaginer ça, mais en fait, très rapidement, Nakamoto va disparaître et n'écrira quasiment plus de messages. En fait, il publie sur le net un papier dans lequel il explique le fonctionnement du Bitcoin. Après, il laisse encore quelques messages et puis très rapidement, au bout d'1 an, 2 ans, il laisse la communauté s'emparer de ce projet et gérer ce projet. Il confie aussi la clé d'alerte, alors par contre lui on le connaît, à un Américain qui s'appelle Gavin Andresen, et donc qui est censé porter ce projet Bitcoin, mais avec une communauté. Donc c'est plus un entrepreneur individuel qui porte, c'est une communauté. Et la clé d'alerte, en fait, c'est au cas où le système serait attaqué, c'est une sécurité, voilà, pour protéger le système Bitcoin. Alors, donc il faut que je vous dise un petit mot sur ce qu'on appelle le monnayage et ça me permet aussi, à la suite de ce que je viens de dire, d'insister sur qu'est-ce qui est nouveau avec le Bitcoin par rapport à ce qu'on a pu connaître dans l'histoire des monnaies. Alors, on parle de monnayage dès lors qu'il y a émission de monnaie. Parce qu'en fait, quand on émet de la monnaie, on émet des signes monétaires, des unités de compte, en contrepartie de quelque chose. Et c'est ça le principe du monnayage. Alors, dans l'histoire des monnaies, les contreparties ont pris des formes différentes. Alors, je ne les cite pas toutes, mais je prends juste des grandes formes monétaires. Lorsqu'on a une circulation de monnaie métallique, donc faite de métaux précieux, or ou argent, en fait, lorsqu'on met la monnaie en circulation, on transforme une marchandise précieuse, donc des métaux, or, argent, en pièces. Alors, ça se fait via un système officiel, via une institution qui s'appelle l'Hôtel des monnaies. Et en fait, l'idée, c'est qu'on transforme une richesse existante, hein, une marchandise, en signe monétaire. Voilà. Et en fait, donc on frappe les pièces et on appose la marque des autorités sur ces pièces. Bon, ça c'est pour la monnaie métallique. Avec la monnaie bancaire, donc celle qu'on utilise tous les jours, en fait, je vous ai dit tout à l'heure, la monnaie est émise en contrepartie du crédit. Donc, ça veut dire que lorsque vous prenez un bilan
agrégé des banques commerciales. Vous avez donc à gauche l'actif, à droite le passif. Au passif, vous avez toujours les dettes. Et donc, vous avez l'ensemble de la monnaie qui est mise en circulation par les banques. Donc, on a bien l'idée que la monnaie est une dette des banques. À tout moment, vous pouvez aller demander auprès de votre banquier soit la clôture de votre compte, soit le remboursement de vos dépôts. D'accord? Bon. Donc, au passif du bilan des banques, vous avez la monnaie qui est émise, qui est une dette des banques. Et à l'actif, vous avez un ensemble de créances. Créances sur les entreprises, créances sur l'extérieur. Et ça, c'est lorsqu'il y a des échanges de devises entre la monnaie, entre le pays ou la zone, en l'occurrence pour nous l'euro, et l'économie extérieure, l'étranger. Et ensuite, les créances sur l'État, dès lors que le système bancaire prête à des collectivités publiques. D'accord? Donc, en fait, la monnaie est émise en contrepartie de créances, et ces créances sont représentatives de dettes des principaux acteurs économiques. D'accord? Donc, en fait, aujourd'hui, le monnayage, c'est le monnayage des dettes. Donc, on transforme des dettes en monnaie. C'est ça le principe de la création monétaire aujourd'hui. Alors, avec le Bitcoin, comment ça fonctionne? Alors, ça c'est un peu compliqué, la question du monnayage avec le Bitcoin. Moi-même, je n'ai pas encore vraiment tranché. En fait, il faut se poser la question de comment on obtient des Bitcoins aujourd'hui. Comment on rentre dans le système Bitcoin. Alors, il y a essentiellement deux moyens d'entrer dans le système Bitcoin. Soit vous êtes un mineur, c'est-à-dire vous participez au réseau informatique qui est censé assurer la validation et l'authentification des transactions. Ça veut dire que vous mettez à la disposition de la communauté et du réseau votre ordinateur. Alors, je reviendrai là-dessus parce qu'au tout début du Bitcoin, on pouvait le faire avec un ordinateur personnel. Aujourd'hui, c'est absolument plus possible. Et je vous expliquerai pourquoi après. Donc au départ, on pouvait effectivement miner du Bitcoin avec son ordinateur perso. Aujourd'hui, il faut vraiment beaucoup d'ordinateurs, donc ça suppose un regroupement d'individus dans des entreprises qui s'appellent des fermes de minage. Donc ça veut dire que maintenant, pour miner du Bitcoin, si vous voulez, il faut un hangar avec des ordinateurs qui sont rangés, des rayonnages complets d'ordinateurs qui sont rangés du sol au plafond et qui tournent 24 heures sur 24. Donc, alors comment obtient-on des bitcoins? Donc, soit on fait du minage, donc ça veut dire qu'on fait partie d'une ferme de minage, et lorsqu'on travaille à la résolution de problèmes mathématiques complexes qui permettent l'authentification et la validation des transactions, on est rémunéré en bitcoin. Actuellement, c'est 12,5 bitcoins. Après, ça diminue progressivement. Pour l'instant, la rémunération, c'est 12,5 bitcoins. Bon, en général, le commun des mortels ne fait pas ça. Donc, plus classiquement, quand on veut rentrer dans le système Bitcoin, il faut convertir des devises officielles sur des plateformes d'échange, donc qui ont pignon sur rue, qui sont des plateformes tout à fait officielles et qui d'ailleurs aujourd'hui sont réglementées. Donc, on achète en gros des bitcoins contre des euros, du dollar ou tout autre type de devise officielle. Enfin, en tout cas, celles qui sont acceptées par les plateformes d'échange sur lesquelles on veut échanger. Voilà. Donc, ça suppose évidemment, dans ces cas-là, que le bitcoin ressemble davantage à une devise dans l'ensemble des devises à l'échelle internationale. Tout en étant pas vraiment une. C'est un peu compliqué. Voilà, mais ça suppose en tout cas un échange et donc un taux de change. Bon. Alors du coup, si on se pose la question du monnayage, en contrepartie de quoi sont mis en circulation les bitcoins, si on veut faire simple, on dira ils sont émis en contrepartie des devises qui sont échangées sur les plateformes d'échange. Et si on veut faire un peu moins simple, du coup, qu'est-ce que c'est? Est-ce que finalement la contrepartie de cette émission monétaire, puisque ce sont quand même les mineurs
qui mettent en circulation de nouveaux bitcoins. Donc c'est plutôt de ce côté-là qu'il faut aller chercher la question du monnayage. Et du coup, en contrepartie de quoi? Est-ce que c'est l'énergie électrique? Est-ce que c'est la puissance des ordinateurs? Est-ce que c'est le travail qui est effectué par les ordinateurs sur des problèmes mathématiques complexes? C'est ce qu'on appelle la preuve de travail dans le système Bitcoin. Pour valider les transactions, il faut que les ordinateurs travaillent et donc délivrent de la puissance de calcul. Donc, est-ce que c'est ça la contrepartie? Voilà, cette point d'interrogation, je ne sais pas encore. C'est pas évident.